Je m'appelle Kwame Yaka, je suis professeur d'histoire moderne à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je vais vous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire, une partie, parce qu'on ne peut pas tout dire maintenant. Alors, je vais commencer d'abord par dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la Côte d'Ivoire n'était pas vide d'hommes avant les grandes périodes de migration. L'archéologie a prouvé qu'il y a un peuplement ancien. Et puis nous avons un certain nombre de peuples qui ne se reconnaissent pas une origine étrangère, qui sont sur ce territoire depuis toujours et qui sont considérés comme des autochtones. Et puis il y a, à partir du XVe siècle, peut-être même un peu avant, descendent en premier lieu les Mandés, qui arrivent dans cette période-là, venant de l'Empire du Mali, à son apogée comme pendant son déclin, qui descendent pour chercher de la cola, pour chercher de l'or, pour chercher un certain nombre de... Donc, le premier mouvement migratoire, et il trouve sur place ici, les Sénoufos étaient déjà dans cette zone du Kabadougou actuel, hein, il y a des Sénoufos qui étaient là-bas, et puis la migration, la grande migration à Caen commence au XVIIe siècle et s'achève au XIXe siècle. Donc les premiers, ce sont comme on appelle les Agba, les Dankira, qui arrivent lorsque le Dankira est défait, et puis les Agni, les Baoulés et autres. Au XVIIIe siècle, on pense que leur migration et leur installation ici doit se situer entre 1720 et 1730, cette période-là. Et donc, quand eux, ils arrivent, ça va provoquer un grand bouleversement, parce que les peuples qui étaient installés anciennement dans le centre, comme les Sénoufos, comme les Gouro et autres, vont être refoulés. Les Sénoufos vers le nord, les Gouro vont aller au-delà du Bandama pour que les Baoulés s'installent dans cette zone. Les Agni, depuis le sud-est, le Chanvi, l'Indénié et le Moronou, qui est un peu plus, qui a franchi la Komoué et qui donc s'est installé entre la Komoué et les Agba, ce que nous appelons les Agba. Donc, voilà, à partir du 19e siècle, ce sont les Zima qui arrivent. Mais il y a d'autres peuples, hein. Il y a des peuples que d'autres ont trouvés sur place, les Otilés, par exemple, qui ont accueilli d'autres peuples, qui ont vu passer, comme on appelle les Abourés, qui ont vu passer ce que nous appelons aujourd'hui les Avikam et tous ces gens. Donc, voilà le grand mouvement de population. Alors, il y a donc ces vagues de population, mais en même temps également, il faut surtout voir que certains peuples sont le fruit d'un brassage. Voilà, d'un brassage. Par exemple, les peuples baoulés qui sont plus au nord, proches des Tagwana, Guimini et autres, ils ont des pratiques qui montrent vraiment une influence. Voilà. On pense également que certains autres, comme par exemple ceux de Yamoussoukro, les Akoué, serait un mélange de baoulés, voilà, donc il y a ces mélanges-là. Et ce qu'il faut également voir, c'est que les peuples que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qui sont là. Vous trouvez des peuples à cheval sur plusieurs régions. Par exemple, je prends le cas des Ahali. Vous en trouvez en pays Agni du Moronou, mais vous en trouvez aussi en pays Baoulé, hein, les Ahali.
Vous en trouvez éventuellement même vers Tia-Salé. Voilà. Et donc, il y a cette image qui fait que vous trouvez des peuples dans le Moronou qui sont aussi dans le Sanvi, mais qui sont également dans l'Indénié. Vous voyez? Quand vous voyez les Alangois, vous avez des Alangois dans le Moronou, vous en avez dans le Sanvi, vous en avez aussi dans l'Indénié. Ce qui montre quand même que les peuples se sont installés comme ils pouvaient pendant cette période-là. Et puis, bon, donc il y a cette répartition à cheval sur les différentes régions, mais il y a aussi, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ce brassage ici. Et donc, l'une de nos recherches, c'est de montrer comment les ethnies se sont constituées sur place, sur notre territoire. Donc, il y a une de mes étudiantes en thèse qui travaille sur cette question, sur un peuple baoulé. Hein. Et donc, on attend de voir, je pense qu'elle est sur le point de terminer, pour qu'on voit comment ce peuple Nzikli a pu se constituer sur place. Parce que ce que nous remarquons, c'est qu'il y a les toponymes. Vous voyez des toponymes un peu partout, qui sont des toponymes qui rappellent tel. Vous avez chez les Nzikli, vous avez Moronou-Blé, qui donc rappelle le Moronou, parce qu'on pense que les Nzikli ont cheminé avec les Hassiens, qui est un peuple aujourd'hui installé dans le Moronou. Vous avez Moronou, un village de la région de Tumodi. Parce que quand les gens sont installés, il y avait un essaimage dans la recherche de l'or. Vous savez que les Akans sont vraiment des gens qui aiment l'or, ça fait partie un peu de leur culture. Et donc, les Aïs se sont retrouvés dans l'espace baoulé et on pense que c'est l'une des raisons de la guerre qui a eu lieu entre Agni et Baoulé. Bon, voilà. Mais, et donc, une fois que les gens se sont installés, ce qu'il faut également suivre, c'est vraiment le grand commerce qui va se développer. Déjà, avant que les Akans ne s'installent, on voit que les premiers habitants de Cap-Laou avaient des échanges avec les peuples de l'intérieur. Et les sources européennes montrent que ces étoffes à 5 ou 6 bandes qui étaient commercialisées sur cette côte venaient des voisins de l'intérieur. Comme je l'ai dit, bon, les Sénoufos n'étaient pas là où ils sont actuellement, ils étaient beaucoup plus au sud. Les Gourés également, ça vient d'où? Bon, ça c'est une recherche qu'il faut mener. Et donc, même dans le sud-ouest, dans ce que les Européens ont considéré comme la côte des Malgens, de pays crous, côtiers, là aussi on parle d'un tissage d'étoffes bleues et blancs que les Européens achetaient pendant la période du commerce côtier pour aller revendre à la Côte de l'Or. Donc il y a un commerce qui était instauré entre ceux de la côte et ceux de l'intérieur, parce que même l'or qui est vendu dans la zone roumaine, à Sassandra et autres, on pense que ça vient de l'intérieur. Ça vient d'où? Ça, c'est un autre... Alors, et puis bon, ceux de Cap-Laou allaient vendre, faire même le commerce jusque vers le pays à Soko, donc c'est les Hauts-Tilés, et peut-être même au-delà, parce que quand les gens parlent d'Etsi, c'est vraiment à la Côte de l'Or. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc il y avait un commerce, des relations entre les peuples anciennement installés qui donc entretenaient des relations commerciales avec le Sud les grandes migrations à Caen. L'exemple, c'est ce qui se passe à Cap-Laou. Et puis bon, lorsque le peuple s'installe, il y a aussi le commerce qui continue.
Par exemple, il y a deux grands couloirs commerciaux sur notre territoire. Il y a le premier qui descend vers Cap Laou, Grand Laou, en fait du moins Laou. Parce que quand nous disons Cap Laou, ce n'est pas Grand Laou maintenant. Le Grand Laou actuel a été déménagé parce que le Cap Laou ou Laou Panda est menacé. C'est un site en danger. L'érosion marine a ravagé une partie du village, donc on a dû déplacer la ville. Et donc, voilà, un grand couloir autour de l'axe du Bandama qui descend vers là, et puis l'autre de l'autre côté vers Assini. C'est les deux grands axes. Et donc, vous avez un commerce qui vient du nord et qui descend vers ces deux couloirs. Le pays Ano, de Bouna, Bondoukou, jusque dans la boue du Niger. Quand ça descend à partir de Bondoukou, la route se sépare en deux. Une descend vers la Côte de l'Or et l'autre descend en empruntant la route des caravanes pour descendre vers le sud, vers Assini et autres. Donc il y a ce commerce-là. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut aussi évoquer, c'est la participation de cette côte-là, de ce pays, à la traite négrière. C'est vrai que quand nous comparons le territoire aujourd'hui Côte d'Ivoire, sa participation par rapport à ce qui se passait dans la côte de l'Or, le Ghana à côté, ou bien après la côte des esclaves, ce qu'on appelle le golfe de Bénin, jusque dans le fond du golfe de Guinée, vers Calabar, Boni et autres, ou Cabinda, ou la côte d'Angola. Vraiment, la côte ivoirienne n'est pas une grande zone de traite, mais c'est quand même une zone de traite quand même, parce qu'il y a un certain nombre de ports négriers qu'on a retrouvés dans les archives et dans les récits des voyageurs. Donc, d'ouest vers l'est, vous avez la zone même du Cap des Palmes, qui est la limite entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, la Côte des Palmes. Vous avez Tabou, vous avez Trévin, Bérébi, Sassandra, Cap Laou, le pays Aladjan, un tout petit peu, un peu à Bassam, qui s'appelait à l'époque Gamo. On trouve ces noms-là dans les récits de voyage, du moins les récits des navigateurs ou même des négriers, Gamo. Et puis, bon, vous avez Assini et vous avez le cap des Trois Pointes, qui est vraiment la limite. Alors, donc, dans l'ensemble, peut-être pas, mais sur la côte des Vents, donc depuis, comme on appelle, Cap des Montes jusqu'à Axim, la côte ivoirienne, notamment le Cap Laou, c'est le deuxième port négrier, le deuxième, sur cette côte des Vents. Bon, évidemment loin derrière Cap des Montes, mais c'est quand même un port important, Cap Laou, aujourd'hui Laou Panda. Voilà. Et donc, il y a ces participations-là. Et donc, lorsque le commerce s'installe sur la côte, évidemment, il y a des descentes. Et on pense même que ceux de Tiasalé, parce qu'il y a deux versions de la migration. Il y en a qui pensent que les Baoulés sont passés par le sud, par Tiasalé, avant de remonter. Mais je pense qu'aujourd'hui, les recherches montrent que, bon, ils ne sont pas passés par là. Ils sont passés par le nord, ils ont fondé Sakassou, et même la fondation de Tiasalé, quand on regarde bien, ce n'est pas sous la reine Ablapoku, mais c'est sous son successeur, Akou Aboni, qui a fait ouvrir cette route par son chef guerrier à Djeboni, à la recherche du sel, la route du sel, parce que c'est quand même
Et donc, ceux de Tia-Salé, de Cap-Laou, apportaient le cèdre et le poisson à Tia-Salé, et puis bon, les autres. Donc, c'est ainsi que les Olomoins se sont installés là. Et puis après, cette zone est devenue, comme c'est un carrefour commercial, est devenue une zone peuplée à la fois par les Baoulés, par les Abais, qui sont venus donc de la zone d'Agboville, et par des Agnis, Amantiens, Alangwa, qui sont dans certains des villages que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, ça fait que c'est une zone très... c'est un melting pot. Vous avez des gens de plusieurs origines. Plus tard, vous avez des villages, en allant sur la route des Divos, vous avez des villages du Grand Ouest, en fait, du moins des Ouais qui sont installés, et même à Kanganyanze, où vous avez... Bon, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Et donc, ce commerce-là va se faire. Alors, les gens du Moronou et autres venaient donc faire le commerce à Tia-Salé, hein, à Tia-Salé. Et donc, le pagne, c'est comme ça que le pagne s'appelle en pays Agni du Moronou. Et donc, quand les gens disent Brignantani, c'est-à-dire le pagne Brignant, ça veut dire c'est le pagne qui vient de la côte et qu'ils vont acheter à Tia-Salé. Donc, il y a donc ce centre commercial de Tia-Salé qui va prendre l'importance à cause donc de Cap-Laou. Et puis vous avez également une autoroute qui passe dans la vallée de la Komoué, la route de l'Anneau, la route du Moronou, donc, et qui vient soit vers Krenjabo et autres. Et puis après, plus tard, lorsque les forts vont être bâtis à Grand Bassam ou à Sini, bon, donc voilà. Donc, donc c'est un territoire qui est riche de sa diversité. Moi, il y a une chose qui me fascine quand je vais à l'ouest. Dans le Grand Ouest, de l'ouest montagneux, dans la zone du Tonkbi, c'est d'abord les paysages. Les montagnes constituent vraiment quelque chose de très fascinant. Quand vous êtes à Man, vraiment, vous êtes entouré de hautes montagnes, et puis les cascades qui descendent. Quand vous allez là-bas, vraiment, cette forêt et tout ça. Souvent, je dis à mes amis de la région que moi, je vais être le maire de Man, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à valoriser ici. Donc, c'est une très belle région. Vous avez également, même la région de Tia-Salé. Quand vous regardez le paysage, vous avez un paysage un peu de savane, avec de grosses pierres. C'est très, très intéressant. Quand vous voyez là où le Nzi et le Bandama se croisent à Tia-Salé, après le pont, vous avez le pont. Quand vous descendez un peu, vous voyez. Mais vous voyez que le Bandama arrive en force. Et puis, bon, vraiment, c'est très impressionnant. Vous voyez qu'à cet endroit-là, ça forme comme un genre de lac avant que c'est très, très, très important. Donc, il y a un certain nombre de localités qui sont situées le long du Bandama. Donc, Tia-Salé, qui était le grand marché d'esclaves. Et puis, vous avez, vers 1740, une segmentation, parce que ceux de Ayua, qui sont des Lomoins aussi, se séparent et vont fonder la localité d'Ayua, qui va être une localité concurrente de Tia-Salé, et puis qui vont avoir donc leur route qui va contourner Tia-Salé, passant par Nzianois qu'ils ont eux-mêmes installé, Nzianois, donc un lieu de passage. Je pense que c'est ceux-là qui doivent passer par Kanganyanze pour laver les captifs, contourner Tia-Salé pour aller directement à Ayua.
Et donc, bon, moi j'ai eu l'occasion de visiter quelques villages le long du Bandama. C'est vraiment très, très intéressant, comme vous voyez. Alors donc, une grande région touristique, l'ouest, le nord, le pays Sénoufo est une zone de grande culture. Vous avez les balafons, vous avez un certain nombre de danses, et puis également, bon, la culture Sénoufo, qui est une grande culture également. Chez nous, les Akans, en pays Agni en particulier, vous avez le royaume de Krinjabo. Hein, parce qu'à l'issue donc de cette grande vague migratoire, il y a un certain nombre de royaumes qui vont s'installer. Vous avez le royaume de Krinjabo, Sanvi, les Sanvi qui vont soumettre les peuples anciennement installés, Eotile, et Souma et autres, et qui vont former un royaume autour de la capitale Krinjabo. Vous avez le dernier, qui est un deuxième royaume, qui est donc à l'est, après la Komwe, et qui n'était pas installé sur, en fait, du moins à Bengourou initialement, qui était peut-être en Zaranou. Et on pense que bon, l'Indénié tel que nous le connaissons aujourd'hui est une création ultérieure. Parce que la caractéristique des royaumes à Caen, c'était des petits royaumes. Des petits royaumes, sauf les royaumes guerriers qui ont pu conquérir. Alors donc, le royaume indénien, le royaume Sanvi indénien, dans le Moronou, lorsque les Agni arrivent, initialement au bord du Moro, après, il y a eu un certain nombre de petits royaumes. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que les peuples ne viennent pas d'une même origine, même s'ils sont retrouvés ici. Et donc, en fonction des origines, les gens se sont regroupés. Hein. Par exemple, moi, mon canton, c'est le canton Gatianou. Nous avons la grande chaise des Agni, qui est venue de la Owin, la chaise d'Anasma. Mais nous n'avons, en fait, du moins, les anciens n'ont pas réussi à maintenir tout le monde sous cette chaise. Donc, vous avez les Aïwa qui sont d'un côté, vous avez les Sahiers qui sont de l'autre, mais quand il y a une thèse qui a été soutenue sur les Sahiers qui montre qu'ils ne sont pas venus de Brossa, comme tous les autres. Vous voyez? Donc, c'est un peu compliqué de vouloir les mettre sous une même autorité aujourd'hui. Bon, il y a cette tentative-là chez nous, mais bon, moi, je ne suis pas tellement partie présidente de ça, donc je me suis désolidarisé de ça parce que c'est pas... Bon. Les Baoulés, autour de la reine Ablapoko, avaient constitué autour de Ndranoua, puis autour de Sakassou, ce royaume. Mais au fur et à mesure qu'on avance, les relations se sont distendues. Il y en a qui sont descendus vers le sud, à la recherche de l'or, vers la région de Kokombo et tout ça. Donc, la zone de Tumodi est une zone aussi de melting pot, à cause de la recherche de l'or. Vous avez des gens de toutes sortes, de toute origine, baoulés, qui se sont retrouvés là. Donc, le royaume baoulé a fini par devenir, par se restreindre. Donc, il y a cette évolution-là également. Et donc, alors, les grands royaumes aujourd'hui, enfin à Caen, vous avez donc le Sanvi, vous avez l'Indénié. Le Moronou ne forme pas un royaume. Ils viennent de trouver un roi, bon, mais en tant qu'historien, j'aime ce qui est authentique. Bon, pas encore, ils veulent créer un royaume, peut-être qu'ils y réussiront. Vous avez les Djama, les Abrons Djama, qui ont aussi un grand royaume, les Baoulés. Vous avez enfin l'empire de Kong, avec Sékou Ouattara, bon, également, qui est aussi l'un des royaumes, le royaume de Bouna,
Hein? Donc il y avait un certain nombre de royaumes et il y avait aussi un certain nombre. Le royaume de Sékou Ouattara, par exemple, a pu faire des conquêtes jusque dans le sud du Burkina, voilà, jusqu'au Mali, etc. Donc ça, c'est un royaume malinké. Un royaume malinké, enfin, on parle de l'empire de Sékou Ouattara. Bon. Donc, les peuples sont de différentes origines, les peuples qui peuplent notre pays. Vous avez le peuple qu'on appelle Gour, mais qu'on appelait aussi autrefois voltaïque, d'origine voltaïque. Ce peuple-là, vous avez les Sénoufos. Alors, les Sénoufos regroupent un certain nombre de peuples. Vous avez les Sénoufos proprement dit, mais vous avez également les Taguana, les Djimeni, qui font partie de ce grand groupe Sénoufos. Et puis vous avez les Koulango, qui sont aussi d'origine voltaïque, enfin du moins Gour, les Birifor et tout ça. Quand vous êtes vers Bondoukou et tout ça, vous voyez tous ces grands groupes-là, les lobbies qui sont là-bas. Les lobbies sont à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je suis allé à une soutenance à Ouaga, c'est là que j'ai compris un peu cette interpénétration. Les lobbies, ils vont, ils viennent. Bon, est-ce qu'ils se sont sédentarisés? La dernière fois que je suis allé à Bouna, j'ai cherché à voir une soukala, je n'ai pas réussi. Éventuellement, lorsque j'irai à Ouaga, je verrai si, avec mes amis, on peut venir en pays lobby pour que je puisse voir. Donc, vous avez tous ces groupes-là. Et donc, l'un des royaumes les plus organisés, c'est les Abro-Diamants. Et ils ont des chefs de province, etc. C'est vraiment un royaume très, très organisé, qui à cheval sur la Côte d'Ivoire et le Ghana. À cheval. Parce qu'il y a les populations communes. Quand je parle des peuples Gour, vous en avez ici, vous en avez au Burkina. Parce que, et même quelquefois aussi au Mali. Parce que les Sénoufos, par exemple, ils débordent la frontière ivoirienne vers le Mali, vous avez les Agnis. Moi, quand je vais dans une partie du Ghana, je n'ai pas besoin de traducteurs, on parle la même langue. Voilà, parce que la frontière avec le Ghana traverse quelquefois des villages ivoiriens. Quand vous êtes dans la cuisine, vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes dans une partie de la chambre, de la maison, vous êtes au Ghana. Alors, donc, il y a des populations communes. Voilà, c'est pareil à l'ouest, entre comme on appelle, ceux qui sont dans la zone d'Anané, tous les Pleux, vous avez les Guérés qui sont de l'autre côté, de part et d'autre, voilà, les Dents qui sont de part et d'autre. Donc, c'est ça. Et donc, certains historiens ivoiriens ont parlé, en parlant de la Côte d'Ivoire, de terre de convergence. Un espace qui a été un pôle d'attraction de pas mal de peuples qui sont venus pour le commerce, mais aussi à la recherche de sécurité. Par exemple, les Akans ont fait la Côte de l'Or pour des questions sécuritaires. Mais il y a aussi une autre version qui montre que avant d'aller à la Côte de l'Or, que certains Akans étaient installés en Côte d'Ivoire, ils sont partis et sont revenus. Bon, ça ce n'est pas encore confirmé, mais j'ai lu ça à propos des Attiers de la zone, une thèse de sociologie où l'étudiante disait que bon, c'est des gens qui connaissaient déjà, ils sont partis, ils sont revenus. Donc voilà un peu la Côte d'Ivoire. Alors, on dit que nous sommes 60 ethnies, mais en réalité, il y a 4 grands groupes. Parce que entre un Baoulé et moi, c'est l'accent.
Quand ils parlent, je comprends, on n'a pas besoin de traducteurs. Voilà. Tous les groupes Agni, que ce soit du Sanvi, même les Barabos, qui aujourd'hui sont musulmans, quand ils parlent, vous voyez très bien qu'ils parlent Agni. Ils parlent Agni, mais ils sont musulmans. Vous avez les Bini, et aussi une partie est musulmane, l'autre est... Bon, voilà, eux aussi parlent, ce sont des Agni. Donc ceux du Hablin, de l'Indénié, ceux du Moronou, on parle tous la même langue. Quelquefois même, quand nous allons dans ces zones et que nous interrogeons, nous nous rendons compte que nous avons les mêmes origines. J'ai été surpris quand je suis allé dans un village du Guablin. Je pose la question et me dit, nous, on vient de Dadiasso. Je leur dis, mais vraiment, mais ceux de chez moi aussi disent qu'ils viennent de Dadiasso. Comment ça se fait? Vous voyez, il y a beaucoup d'origines communes. Beaucoup d'origines communes.